Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse version estivale. C'est Vincent Juvin qui nous rejoint en fin d'épisode pour nous parler épargne, de l'argent qui reste souvent trop peu investi dans l'économie. Et tant qu'à parler d'investissement, on va poursuivre notre petite analyse entamée la semaine dernière sur les 10 actions prometteuses du second semestre. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors la semaine dernière, on a évoqué des valeurs belges. Cette semaine, on va commencer par des valeurs étrangères. Oui, deux valeurs étrangères. On va revenir sur Novo Nordisk. Bien sûr, c'est vrai que Perseverare et Diabolicum, non, on y croit toujours, c'est la grosse déception de 2025. Rappelons que l'entreprise danoise Novo Nordisk est le numéro 1 mondial des médicaments contre le diabète et le numéro 2 mondial des médicaments contre l'obésité. Il s'agit respectivement de l'Ozempic et du Wegovy. En fait, on ne fait pas toujours bien la différence entre le diabète et l'obésité, vu que le médicament contre le diabète est aussi utilisé abusivement contre l'obésité. Euh, ce fut un succès phénoménal en 2023. Novo Nordisk était la première capitalisation européenne devant LVMH. Voilà, en 2025, surtout, on a estimé que le Wegovy était menacé par le Zepbound d'Eli Lilly, les Américains, le grand concurrent. En deux mots, parce que c'est quand même important de savoir ça, de garder ça dans ses archives mentales, le principe actif du Wegovy, qui est le sémaglutide, d'après une grosse analyse qui avait été faite, une grosse étude, permettait une perte de poids de moins 15%. Mais la même étude avait examiné de très près le tirzépatide, principe actif du concurrent de Eli Lilly, donc du Zepbound, moins 22,5%. Moins 15, moins 22, ça avait fait un bruit considérable, ça avait anéanti Novo Nordisk, si je puis ainsi m'exprimer, et d'un sommet encore de plus de 1000 couronnes danoises en 2024, Novo Nordisk avait chuté à 330 couronnes fin 25, et en mars de cette année, 224 couronnes, donc un quart de son cours maximum. Alors, le cours s'est repris de moitié depuis lors, c'est vrai. N'empêche que il est très, très loin de ses sommets. Alors, il ne va pas les rattraper tout de suite, c'est évident. Mais Novo Nordisk, ce n'est pas une entreprise spéculative qui essaie d'attaquer Eli Lilly. Il a subi un gros accident, c'est évident, mais ça reste un géant, ça reste une entreprise qui avance aussi. Il pose ses pions en Inde, par exemple, pose ses médicaments pour contre certaines maladies. Donc, non, quand même, cette année-ci, on imagine mal que ce cours ne fasse pas quelques petites étincelles en tout le moins. Les analystes sont plutôt sur acheter, même s'il y en a pas mal aussi qui sont à conserver, et même encore plus nombreux à conserver. Le cours a déjà rebondi. Il devrait poursuivre sur cette lancée quand même au second semestre, à notre avis, et espérons-le en 2027 aussi, bien entendu. Si je comprends bien en faisant le lien par rapport à la leçon de la semaine dernière, c'est une entrée en rattrapage pour Novo C'est Nordisk. un rattrapage, effectivement. Et par contre, pour l'autre valeur étrangère, Cameco, là, c'est plutôt une poursuite de son brillant parcours. Cameco, c'est le géant international de l'uranium. Il assure à lui seul 16% de la production mondiale, dans des régions plutôt sûres. Bon, soit. Alors, on va dire, Cameco a déjà bien progressé, oui, c'est vrai. C'est une valeur chère aussi, soyons très clairs. C'est une valeur très chère. Le rapport cours-bénéfice est de 82, ce qui peut paraître extravagant. Oui, mais Cameco a racheté la moitié de Westinghouse, par exemple. Westinghouse, qui est le géant américain de l'énergie atomique. On ne parle pas d'uranium, on parle de centrales nucléaires. Westinghouse, c'est lui qui a lancé les centrales nucléaires en Belgique en son temps. Il en possède la moitié, donc l'énergie nucléaire est vraiment promue de plus en plus partout dans le monde. Les États-Unis viennent de donner un gros coup de pouce encore, merci Donald. Donc Cameco, en dépit de son parcours déjà brillant, continue à être promise un bel avenir, pensons-nous, d'autant plus que le cours, après cette brillante ascension, il a fait x2 en peu de temps, mais a quand même réagi moins un tiers
moins un gros tiers de cours. Voilà, c'est une occasion de se positionner sur Cameco. C'est cher, mais enfin, c'est un peu moins cher quand même qu'en début d'année et ça continuera à progresser, pensons-nous. Alors, on l'évoquait la semaine dernière, hein, tant qu'à investir dans l'économie, autant essayer de faire tourner, l'économie belge. On a parlé Aussi. d'Argenix, on a parlé de Sofina, mais en Belgique, il y a encore d'autres valeurs qui peut être intéressant de surveiller. Mais oui, en quelques mots, une valeur qui a été mise en lumière tout récemment d'ailleurs dans la presse, c'est Camping. Alors, c'est très peu connu, c'est une valeur qui n'est pas cotée sur Euronext classique, seulement le segment Growth. Bon, c'est une action de matière première, il n'y en a pas des masses en Belgique. Umicore en est une, c'est un peu particulier aussi, Umicore, surtout les métaux précieux et métaux stratégiques. Camping, c'est plus simple que cela, un peu à la façon de Floridienne naguère. C'est une entreprise qui recycle des métaux au départ de batteries en particulier, batteries au plomb. Mais ce qu'il va chercher dans ces batteries, c'est tout de suite l'antimoine. Et ça tombe bien parce que l'antimoine est un métaux d'une certaine valeur, ça vaut plus que le plomb, mais surtout c'est un métaux qui est quand même pas mal utilisé, alors même que la Chine, qui est un des principaux producteurs, a mis le haut là aux exportations. Résultat, l'antimoine devient beaucoup plus rare, beaucoup plus cher, beaucoup plus recherché, et donc Camping voit ses marges exploser véritablement. En 2025, par exemple, le chiffre d'affaires a plus que doublé, l'EBITDA a plus que doublé et le bénéfice net est passé de 22 à 56 millions. Explosion du bénéfice net, c'est quand même pas vilain. Il faut dire que Camping est une entreprise qui connaît une croissance externe également. Ils rachètent régulièrement, enfin assez régulièrement, disons, des usines ailleurs. En France, ils ont acheté plusieurs usines en France. En France, ils sont bien positionnés. Donc, et alors, ce qui ne gâte rien, c'est que finalement, alors que l'expansion se poursuit, visiblement, il y a eu une grosse prise de bénéfices. Le cours a fait x10 en 5 ans, ce qui n'est pas vilain. Mais la valeur reste bon marché. Le rapport cours-bénéfice, aujourd'hui, est de 6. On ne peut pas dire que ce soit cher, c'est même très bon marché, donc profitons de ceux qui ont pris leurs bénéfices pour se positionner sur Camping, une petite valeur, hein, très peu négociée, il ne faut pas vouloir en acheter 10 000, vous allez faire doubler le cours d'un coup, donc il faut y aller mollo, si je puis ainsi m'exprimer. Camping pourrait poursuivre sur sa lancée. Mais pour être bien honnête avec l'auditeur, on est ici un peu plus sur une valeur spéculative. Plutôt spéculative malgré tout, hein, même si le risque nous paraît assez restreint, l'avenir est toujours brillant pour Camping à notre avis. Alors, autre valeur à pointer, c'est IBA. Mais oui, IBA, on l'avait recommandé naguère avec un succès moyen. Enfin, le cours avait progressé, bien sûr. Bah, c'est toujours pas l'explosion. Le cours IBA reste assez modeste dans l'absolu. Rappelons que le secteur de l'IBA, c'est les accélérateurs de particules, enfin la protonthérapie, autrement dit la lutte contre le cancer, entre autres, mais surtout cela. Alors, IBA est régulièrement mis en lumière dans la presse par des confrères qui présentent ça comme une brillante entreprise technologique. Si je les vois, je leur rappelle qu'il y a un souci quand même, qui est le parcours boursier, qui est un peu désastreux. Cette action a coté 60 € au temps héroïque, et puis elle est tombée à 6. On est maintenant à 16, 17. Donc c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, on a eu l'impression, pour peut-être caricaturer un peu, que IBA se plaisait dans son rôle de soulager la misère du monde dans sa lutte contre le cancer et oubliait qu'une entreprise cotée était peut-être appelée aussi à réaliser des bénéfices et à payer un dividende. Autrement, on n'est pas une ASBL, on n'est pas une fondation, on est une entreprise cotée en bourse. Alors, il y a eu un changement dans la direction et ce jour-là, le cours a réagi de manière très positive. Alors, on peut, sans vouloir persifler, se dire que peut-être, là, on s'est dit, c'est vrai, il y a un peu un changement de mentalité au niveau de la direction. On sera peut-être plus sensible à l'avenir, à la réalisation de bénéfices. Le bénéfice est encore quand même un peu ténu, hein, 43 cents l'année passée, c'est plus 38%. C'est pas encore le Pérou. Dividende 25 cents. Le rapport cours-bénéfice est encore de 37. Bon, ce qui est cher. Mais voilà, le bénéfice est promis à progresser. Les analystes le voient quasiment doubler cette année-ci. Bon, voilà, c'est déjà un grand progrès. Et ce qu'il faut observer, en fait, et c'est ça qui
qui sous-tend notre enthousiasme mesuré, mais enthousiasme quand même, c'est que IBA est passé d'une politique de vente de machines, ça marche toujours très bien. Ils ont vendu pas mal de belles machines cette année-ci, au Portugal notamment, euh, en Inde aussi, mais ils sont passés de ça à la vente de services, de plus en plus. Dans le carnet de commandes, qui est stable, récemment, il y a 730 millions d'équipements, vente de machines donc, et 830 millions de services. Donc des revenus de plus en plus récurrents, et ça, c'est un changement important dans le modèle. Et si en plus il y a un changement de mentalité et volonté de faire des bénéfices, on est quand même parti pour une progression de cours. Le cours a déjà progressé, on est à plus 40% sur un an. On est toujours à moins 60 sur 10 ans, donc ça ne veut pas dire qu'on va retrouver les 60 euros. Bah, ça nous semble bien parti en 2026. Alors tu parles de changement et du coup, je me demande si c'est pas ce point-là qui nous fait amener Kinépolis dans cette liste des 10 actions, à surveiller. Parce que c'est vrai que Kinépolis, on le sait, a quand même vécu des années compliquées. Il y a des belles promesses pour 2026, mais moi je me demande justement quel changement, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire: «OK, ça va aller mieux pour Kinépolis»? Mais on va dire que ça va aller mieux pour Kinépolis comme pour le secteur du cinéma de manière globale, tout simplement parce qu'il n'y aura plus les gros ennuis des années précédentes. Bon, il y a eu le Covid, c'était une catastrophe et en fait, le secteur du cinéma en général et Kinépolis en particulier, ne s'est toujours pas remis de ce Covid. Le cours a chuté à un plus bas sur 5 ans, l'année passée. Alors, bon, ça va un peu mieux cette année-ci parce que ce Covid est dépassé, bien entendu. On voit aussi revenir des films intéressants, parce qu'il y a eu le gros problème de De la films, grève, la ouais. grève des réalisateurs, enfin plutôt des scénaristes. Il y avait une pénurie de bons films. Bah, forcément, s'il n'y a pas de bons films à l'affiche, il n'y a pas de raison que les gens se précipitent chez Kinépolis. C'est aussi simple que ça. Et on n'avait jamais vu ça, c'était un truc insensé. Il y a eu aussi la baisse du dollar l'année passée, ce qui n'est plus le cas maintenant. Kinépolis est assez présent aux États-Unis et au Canada, ne pas l'oublier. Donc, si simplement ces ennuis-là disparaissent, déjà, toute chose égale par ailleurs, comme on dit en économie, ce serait déjà une bonne nouvelle pour Kinépolis. En plus, donc voilà, il semble que maintenant, on attend des films intéressants et on vient de parler, il y a une semaine à peine, de The Odyssey, projeté en IMAX au SL chez Kinépolis. C'est déjà un gros événement. Kinépolis est c'est une des 4 salles seulement en Europe, a souligné la presse, à pouvoir passer ce film. Ça a très bien marché. Petite parenthèse, c'est vrai que ce film ne sera pas passé dans les salles de quartier. Le projecteur vaut une fortune et pèse 1 tonne. Voilà. Bon, on n'en connaît pas le prix, mais on sait que ça pèse 1 tonne, voilà. Donc, il y a un avantage énorme pour Kinépolis après un gros investissement. Donc voilà, 2026 se présente pas mal. Le cours a déjà un petit peu rattrapé son énorme chute des années précédentes. L'année 2026 devrait se poursuivre en termes positifs, enfin pour Kinépolis. Et c'est vrai qu'on notera aussi qu'il y a un travail qui est fait sur, la rentabilité par téléspectateur chez Kinépolis. Il y a un changement finalement de paradigme, enfin de modèle économique. Mais oui, parce que conjoncturellement, donc l'année 2026 devrait être bonne, mais comme tu le dis, il y a effectivement un travail intéressant qui est fait chez Kinépolis. On aime bien Kinépolis, les analystes de manière globale, parce que ce sont des gens malins qui arrivent à faire augmenter la note par spectateur. L'année passée, le nombre de visiteurs avait baissé de presque 6% pour l'ensemble du groupe, moins 14% en France, soit dit en passant, mais le chiffre d'affaires n'avait reculé que d'un peu plus de 2%. Donc ils arrivent vraiment, et ce n'est pas nouveau, à améliorer la recette par spectateur. On sait bien que les pop-corns, c'est J'allais très dire, important dans un mais le prix cinéma. des pop-corn, mon Dieu, ils sont Oui, en or! oui, on se demande s'il n'y a pas de l'or là, dans le paquet. Mais donc ils sont bons, disons, structurellement, alors si la conjoncture s'y met aussi, 2026 devrait enfin être une bonne année pour Kinépolis. Et allez, on termine avec une petite action fond de portefeuille parce que ça fait toujours du bien
voilà, de mettre un peu de sécurité dans nos investissements, c'est Xior. Mais oui, voilà, Xior, pour rappel, valeur immobilière, donc CIR, c'est le logement étudiant, les cotes, comme on dit en Belgique, mais ils sont pas seulement en Belgique, ils sont dans un tas de pays en Europe, en fait, hein. C'est devenu très important, Xior, mine de rien. D'ailleurs, avec les investissements qu'ils sont en train de réaliser, ils vont arriver à 22 000, on va appeler ça des chambres. Donc c'est un groupe devenu assez important. Au niveau européen, je le rappelle, 98% d'occupation parce que les chambres d'étudiants sont très recherchées, on en manque un petit peu partout. L'inconvénient de Xior, c'est que la dette atteint presque 50%, c'est beaucoup pour une CIR, c'est le maximum d'ailleurs. Mais enfin, et par ailleurs, la décote de l'action, qui est de 30% par rapport à sa valeur, rendrait très cher une augmentation de capital. Donc, on ne peut pas s'endetter davantage, on ne peut pas émettre de nouvelles actions. Ça signifie une expansion très mesurée. Il n'y aura pas de grosse croissance externe. C'est un petit peu fini, ça. Donc, valeur plutôt pépère, osons le dire. Il ne faut pas s'attendre à plus de 4 ou 5% d'expansion pour les 2 prochaines années. C'est ce que la direction a confirmé d'ailleurs. Enfin, ceci dit, la décote de 30%, ben, ça c'est intéressant. C'est un frein à l'expansion. On va acheter une valeur pour 70% acheter une action pour 70% de sa valeur, c'est toujours intéressant. Et Xior, de ce fait-là, nous paraît intéressante comme valeur de fonds de portefeuille avec un rendement brut de plus de 6%. On avance Xior, mais on a du même avis pour Edifica d'ailleurs, le géant international d'ailleurs de l'immobilier de santé. Voilà donc pour nos 10 actions que vous pouvez retrouver évidemment hein, sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, Guy, on va ouvrir ce que je pourrais appeler un peu les cahiers de l'été. On va réviser, nous aussi, les gros concepts et les gros points auxquels un investisseur doit être attentif hein, quand il a des portefeuilles en bourse. C'est Vincent Juvin qui nous rejoint maintenant pour parler épargne et investissement dans l'économie. À la semaine prochaine, Guy. Avec grand plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un paradoxe européen. Les Européens sont parmi les plus grands épargnants du monde. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'investir cette épargne sur les marchés financiers, ils restent extrêmement prudents. Une récente étude de la Banque centrale européenne, réalisée auprès d'environ 90 000 ménages dans 22 pays de l'Union européenne, illustre parfaitement cette réalité. Les chiffres sont frappants. Près de 90% des ménages européens détiennent de l'épargne sur un compte bancaire. En revanche, seuls 14% possèdent des fonds d'investissement, 11% détiennent des actions et à peine 3,5% des obligations. Autrement dit, l'argent est largement épargné, mais relativement peu investi. Pourtant, dans un environnement où l'inflation avoisine encore les 3%, conserver l'essentiel de son patrimoine sur un simple compte d'épargne n'est pas toujours suffisant pour préserver son pouvoir d'achat à long terme. Le contraste avec les États-Unis est particulièrement intéressant. Selon les données de la Réserve fédérale, près de 6 ménages américains sur 10 sont exposés au marché d'actions. Et lorsque l'on analyse la composition du patrimoine financier, l'écart est encore plus marqué. Aux États-Unis, environ 44% du patrimoine financier des ménages est investi en actions, contre seulement 26% en Europe. À l'inverse, les Européens conservent près de 30% de leur patrimoine sous forme de liquidité, contre seulement 10% pour les Américains. Ces différences peuvent sembler modestes à première vue, mais sur plusieurs décennies, elles produisent des écarts considérables. Historiquement, les actions ont généré des rendements nettement supérieurs à ceux des comptes épargne. C'est l'une des raisons pour lesquelles le patrimoine des ménages américains a progressé beaucoup plus rapidement que celui des ménages européens. Depuis 2009, le patrimoine net des ménages américains a augmenté d'environ 208% contre 80% en Europe. Alors bien sûr, cette différence ne s'explique pas uniquement par les choix d'investissement. La croissance économique, l'innovation, l'entrepreneuriat et les gains de productivité jouent également un rôle majeur. Mais le message reste clair, si l'Europe souhaite réduire son retard de prospérité par rapport aux États-Unis, une partie plus importante de l'épargne devrait être orientée vers les marchés de capitaux. Encourager davantage d'Européens à investir ne constitue pas seulement un enjeu financier, c'est donc aussi un enjeu économique, sociétal et sans doute l'une des clés de la prospérité européenne de demain. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance.
Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.